de séminaire. Merci Sophie. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je ne sais pas si je parle en français ou en anglais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'anglophone. Donc, je suppose que je peux continuer en français. En français, c'est parfait, oui. Merci. Allez, c'est parti. Donc, le papier que je vais vous présenter est coécrit avec Myriam Lafourcade. Et c'est un article dans lequel on essaye de mesurer l'effet des politiques zonées sur les décisions de scolarisation des habitants. Alors, pour commencer, la motivation du papier, elle part en fait du constat de l'existence d'inégalités à la fois larges et croissantes entre les quartiers, notamment dans les grosses aires urbaines. Donc, pour illustrer ce propos, vous avez ici une carte de la municipalité de Paris qui présente le revenu médian à l'IRIS. Donc, chaque petit bloc correspond à l'IRIS. Et puis, vous avez en 4 catégories le revenu médian, donc de très faible en rouge à très élevé en bleu. Et donc ici, vous voyez une nette séparation entre des quartiers à faible revenu, donc dans le dans le nord-est et dans le sud parisien, et des quartiers à très haut revenu dans le centre et l'ouest parisien. Et pour lutter contre ces inégalités, un certain nombre de pays ont mis en place des politiques zonées. Donc sur cette même carte, vous voyez maintenant en jaune les quartiers de la politique de la ville en France. Donc c'est les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ciblent donc ces quartiers qu'on voyait en rouge, donc ces quartiers très défavorisés économiquement. Le principe de ces dispositifs, ça va être de donner des ressources supplémentaires, de fournir des ressources supplémentaires à ces quartiers identifiés comme défavorisés. En théorie, l'objectif, ça va être de lutter contre, c'est là que les mots vont pas me venir en français naturellement, contre les défaillances de marché, donc à la fois la déconnexion de ces espaces avec l'emploi, la sous-provision de biens publics, les effets d'agglomération et les effets de pair, et puis bien sûr aussi de répondre à des objectifs d'équité, donc de redistribuer les ressources entre les quartiers. Mais en faisant ça, ces dispositifs vont aussi créer des effets non intentionnels qui vont être des effets négatifs. Donc bien sûr, on espère des effets positifs, des bénéfices des moyens supplémentaires, mais dans le même temps, on s'attend à des effets négatifs si, par exemple, on a des effets de spillover sur les eaux de voisinage, ou si on a des effets d'aubaine ou des effets de déplacement qui, pour finir, font que ces dispositifs bénéficient à des populations qui ne sont pas ciblées et ne sont pas au bénéfice des habitants. Ce qui va nous intéresser ici, c'est un autre type d'effet non intentionnel, qui est la création d'effets de stigmatisation. Donc en labellisant ces quartiers comme défavorisés, désavantagés, à faible revenu, on va générer des effets de stigmatisation qui vont venir contrebalancer les effets attendus des dispositifs. Donc en fait, on a un arbitrage coût-efficacité dans la mise en place de ces dispositifs parce que les effets positifs attendus qui proviennent des ressources supplémentaires sont potentiellement contrebalancés par ces effets négatifs. On va se situer dans le contexte français qui est particulier pour plusieurs raisons et notamment le fait que les quartiers prioritaires, les quartiers de la politique de la ville souffrent d'une image négative dans l'opinion publique et aussi dans les médias. Vous vous rappelez peut-être de ce buzz autour des no-go zones, donc en 2015, dans le contexte des attaques terroristes à Paris, il y a une chaîne américaine, donc Fox News, qui a lancé l'idée, le buzz autour de ces no-go zones. Donc, l'idée étant qu'il existerait à Paris notamment des quartiers dans lesquels certains citoyens ne pourraient pas aller, donc les non-musulmans ne pourraient pas aller. Et donc, ce qualificatif de no-go zones, il était appuyé par cette image, et cette image, elle représente en fait les zones urbaines sensibles, donc les US à l'époque. Alors bien sûr, ces allégations, elles étaient complètement fausses. La chaîne a dû faire des excuses, a dû présenter ses excuses à la municipalité de Paris, mais ça illustre un peu l'idée de cette image particulièrement négative qu'ont ces quartiers en dehors de toute réalité.
Ce qui nous intéresse ici, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que ces dispositifs de la ville, ces dispositifs zonés, vont modifier le point de vue des résidents sur les aménités locales, et notamment sur les écoles. En l'occurrence, on va s'intéresser au collège. Pourquoi? Parce que, a priori, si on donne des ressources supplémentaires au quartier de la politique de la ville, ben, ça va aider les familles, les résidents et notamment les élèves à réussir mieux à l'école. Et ça devrait rendre plus attractifs à la fois les quartiers et les établissements scolaires. Mais dans le même temps, si on a des effets de réputation et de stigmatisation négatifs, ben, ça pourrait augmenter la ségrégation sociale donc, entre les quartiers et entre les établissements scolaires. Ce qui fait que, d'un point de vue empirique, l'effet qu'on peut attendre de ces dispositifs n'est pas du tout évident. Il se pourrait que donner des moyens supplémentaires à ces quartiers, ça ait des effets bénéfiques pour les élèves. Et dans le même temps, il se pourrait que si on a des effets de réputation ou de stigmatisation négatifs, ça vienne contrebalancer les effets des moyens supplémentaires. Donc c'est exactement la question qu'on se pose. Pardon. C'est d'essayer de mesurer l'effet net de ces dispositifs sur la scolarisation dans les établissements concernés et sur les résultats scolaires au niveau du premier cycle de l'enseignement secondaire en France. Oui, Nicolas, dis-moi. J'ai une question. Ces ressources supplémentaires, elles sont orientées uniquement vers l'éducation ou c'est des Non, ressources supplémentaires pour le quartier en général? je vais y revenir, mais c'est des ressources qui ciblent le quartier. Donc, Ok, c'est les contrats. C'est des contrats de ville qui sont signés entre la municipalité ou l'agglomération et l'État. Et elles ciblent pas spécifiquement les établissements scolaires. Mais il y a une partie qui cible l'éducation, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin dans la partie contexte. Tu me diras si ça répond à ta question. ok, top. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au premier cycle de l'enseignement secondaire en France? D'abord parce que c'est un moment clé du parcours scolaire dans le contexte français. Donc en France, vous savez qu'on a 5 années d'enseignement primaire, puis 4 années de premier cycle de l'enseignement secondaire au collège, puis 2 ou 3 ans de second cycle de l'enseignement secondaire au lycée. Et en fait, le passage entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, il est assez important pour plusieurs raisons. D'abord, on change d'établissement scolaire. Donc, il y a un choix d'établissement scolaire qui se fait à ce moment-là et qui peut être assez critique pour les parents, et je vais revenir là-dessus. Et puis, on change de système au sens où, dans l'enseignement primaire, les élèves sont face à un seul enseignant dans une seule classe, un système où, au collège, ils sont face à plusieurs enseignants dans plusieurs classes différentes. Et puis, à la fin du collège, il y a la première différenciation du parcours scolaire qui intervient entre un parcours académique ou un parcours général et technologique ou un parcours professionnel. Et ça fait que le collège cristallise pas mal de choix. Et du coup, pour les parents, ça permet de révéler des préférences, et notamment, ça permet de révéler des préférences en termes de localisation, puisque le choix de l'établissement scolaire va révéler des préférences pour le quartier. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un système de sectorisation qui fait que les élèves sont affectés à des établissements scolaires sur la base de leur lieu de résidence. Donc, en fonction de là où on habite, on est affecté à un établissement public, un collège public, et puis les familles ont deux options autres, qui sont de demander une dérogation pour scolariser leurs enfants dans un autre établissement public. Donc, ces demandes de dérogation, elles sont accordées que s'il reste des places disponibles une fois que tous les élèves de secteur sont scolarisés dans leur établissement de secteur, et sur la base d'un certain nombre de critères. Donc, par exemple, des besoins médicaux spécifiques, ou si un des frères et sœurs est déjà scolarisé dans l'établissement, ou s'il y a des options spécifiques qui n'existent pas dans l'établissement de secteur. Et puis l'autre possibilité, c'est de scolariser son enfant dans l'enseignement privé, puisque le secteur privé n'est pas sujet à la carte scolaire. Donc on va s'intéresser à ce choix-là, le choix de la scolarisation dans l'établissement de secteur ou dans d'autres établissements publics ou privés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une méthode de différence hyper classique dans un contexte
expérience naturelle, comme on dit. Donc, on va utiliser en fait la réforme de la politique de la ville qui a eu lieu en 2014 et qui a entièrement redessiné la carte de la politique de la ville sur la base d'un nouveau critère d'éligibilité. Et ce critère d'éligibilité, c'était sur la base du revenu des habitants, du revenu médian des habitants, avec la création d'un seuil de pauvreté. Donc, je vais revenir là-dessus. Mais l'idée, c'était que tous les quartiers qui étaient situés en dessous de ce seuil de pauvreté étaient éligibles au dispositif et tous les quartiers qui étaient situés au-dessus de ce seuil de pauvreté, donc suffisamment riches, n'étaient pas éligibles au dispositif. Ça implique que certains quartiers qui faisaient partie du dispositif avant la réforme sont sortis du dispositif et certains quartiers qui ne faisaient pas partie du dispositif avant sont rentrés dans le dispositif, ils sont rentrés dans le zonage. Et ce qu'on va utiliser ici, c'est le fait que sans changer de localisation et sans autres modifications par ailleurs, certains établissements scolaires sont donc entrés dans le zonage et certains établissements scolaires sont donc sortis du zonage. On va comparer les résultats des établissements scolaires avant et après la réforme dans des quartiers qui sont situés juste de part et d'autre du seuil d'éligibilité. Je vous donne un avant-goût des résultats. Comme ça, après, vous n'avez pas besoin d'être très, très attentif tout le long. Donc, ce qu'on observe après cette réforme de 2014, c'est effectivement une diminution de la scolarisation des élèves dans les secteurs scolaires qui sont situés dans des quartiers qui ont été labellisés pour la première fois, donc qui sont devenus quartiers prioritaires de la politique de la ville, en comparaison à des quartiers contrefactuels jamais traités. De façon intéressante, on observe de l'hétérogénéité dans les effets. Les élèves qui sont issus de milieux sociaux plus défavorisés vont plus souvent se scolariser dans des établissements publics en dehors du zonage, alors que les élèves issus de milieux sociaux plus favorisés vont plus souvent se scolariser dans le secteur public. En termes d'effets nets sur les résultats scolaires, on observe une diminution des résultats scolaires mesurés par les résultats au brevet dans les secteurs scolaires qui rentrent dans le zonage. Et on ne voit pas de façon symétrique d'effet moyen dans les quartiers qui sortent du zonage. Donc, on ne voit pas d'augmentation, d'attractivité des établissements scolaires qui sont situés dans des quartiers qui sortent du zonage par rapport à des établissements situés dans des quartiers comparables, ou uniquement de la part des familles relativement plus défavorisées socialement. Je vais revenir sur tous ces résultats. Excuse-moi, Manon, j'avais une Oui. petite question. En fait, j'arrive Vas-y. pas à lever la main. Ça fait 3 plombes que j'essaye. Je sais pas où c'est. À chaque fois, je cherche. Tu fais bien de m'interrompre. Je me demandais, par rapport aux résultats que tu viens d'annoncer, si vous aviez accès au listing des familles qui ont le chèque rentrée. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement ou pas. L'aide, non, Oui, on n'a pas. l'aide à la rentrée. Non, vous Non. n'avez pas accès. Je vais vous présenter les données, mais tu vas voir que, en fait, c'est des bases de scolarité, c'est quelque chose que tu connais un peu et Oui. on n'a pas du tout. Oui, parce qu'en fait, ça pourrait expliquer justement les ménages les plus défavorisés à avoir accès au privé, parce qu'en fait, ça représente pas, avec le chèque rentrée, ça représente pas une somme folle de Oui. mettre dans le privé. C'est pour C'est ça que vrai c'était... C'est vrai que j'ai pas précisé, mais parce que je pense que, enfin, j'ai pas forcément besoin dans une audience francophone, mais effectivement, le secteur privé français est particulièrement, relativement à d'autres pays, pas cher. C'est-à-dire que c'est très abordable, y compris pour des familles pas spécialement très favorisées. Oui, c'est de l'ordre de Donc, 550 € à l'année, ce qui n'est ça pas dépend énorme. beaucoup des établissements. Il y a pas, et on n'a pas beaucoup de données. C'est difficile d'avoir des données sur les tarifs. Mais oui, au niveau du collège et de manière, en moyenne, c'est vraiment relativement pas très cher. Il y a des gros écarts d'un établissement à l'autre. Mais en moyenne, et surtout pour le collège, c'est pas spécialement très très cher. Donc oui, en fait, d'ailleurs, la scolarisation dans le privé est très élevée parce que en fait, c'est une option qui est abordable à peu près pour tout le monde. Mhm. Oui, merci. Enfin, je suis désolée Je de... t'en prie. Euh,
Donc, en termes de revue de la littérature, on a une littérature assez abondante sur les politiques zonées, mais qui se place plutôt, qui étudie plutôt les dispositifs de zone franche, donc les dispositifs qui ciblent plutôt des entreprises. Donc, on a des résultats du coup sur l'efficacité de ces dispositifs, sur la localisation d'entreprises et la création d'emplois. Donc, on sait que ce sont des dispositifs qui créent des emplois, mais de façon très hétérogène selon les caractéristiques des quartiers. On a des effets qui sont plutôt de court terme, qui génèrent des effets de spillover négatifs et qui capitalisent sur le marché de l'immobilier, avec potentiellement des effets de stigmatisation. Mais en fait, on sait assez peu ce qui se passe pour les résidents. On a assez peu de littérature sur l'effet de ces dispositifs zonés sur les résidents, et en particulier sur les résultats scolaires. On a une partie de la littérature, notamment qui provient de la littérature Moving to Opportunity, qui nous dit que, bien sûr, déplacer des élèves vers des quartiers plus favorisés a des effets sur leur performance scolaire positive à court terme, y compris à long terme. Mais toute cette littérature, en fait, elle provient de dispositifs. C'est pas forcément tout Moving to Opportunity, il y en a d'autres, mais dans tous les cas, c'est une littérature dans laquelle on regarde ce qui se passe quand on déplace les élèves. On ne sait pas ce qui se passe quand les élèves ne bougent pas, enfin, les résidents. On a toute une littérature sur l'effet des ressources aux établissements scolaires. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente les ressources à disposition des établissements scolaires? La réponse étant que ça dépend. On a parfois des effets positifs, parfois des effets nuls ou négatifs. Dans le cas de la France, on est plutôt du côté des effets nuls ou négatifs, parce qu'en réalité, ces dispositifs créent des effets de tri entre les établissements scolaires qui sont hétérogènes selon le milieu social. Les élèves les plus favorisés ont tendance à éviter les établissements qui bénéficient de ressources supplémentaires, ce qui, du coup, génère en moyenne des effets nuls ou négatifs. Donc, je vais revenir peut-être sur le contexte institutionnel, et puis vous allez me dire, Nicolas, tu me diras si ça répond notamment à ta question, mais ce qui s'est passé en France, c'est que le gouvernement a mis en place tout un ensemble de mesures de la politique de la ville, donc à partir de 1996, notamment pour faire suite à des émeutes urbaines et essayer de lutter contre l'exclusion, le chômage, les difficultés cumulatives dans les quartiers, notamment dans ce qu'on appelle les banlieues en France. Et donc, le dispositif de la politique de la ville s'est mis en place sur la base d'un système de zonage multiple. Alors, le premier type de zonage, c'était les zones urbaines sensibles, qui ciblaient donc des quartiers avec un... Alors, je suis vraiment désolée, mais en français, ça ne va pas me venir tout de suite. Avec un habitat dégradé et puis un chômage particulièrement élevé, quand on regarde du nombre d'habitants. Et donc, ces zones-là bénéficiaient de ressources, mais sur une base discrétionnaire, de ressources supplémentaires sur une base discrétionnaire. Et puis, parmi ces zones-là, on en a sélectionné un certain nombre qui sont devenus des ZRU, zones de redynamisation urbaine, donc qui sont devenus en fait des zones franches pour les entreprises qui bénéficiaient d'exemptions de cotisations pour attirer les entreprises dans ces quartiers-là. Et puis, parmi ces zones-là, un certain nombre sont devenues zones franches urbaines. Donc, c'était les plus défavorisés parmi les ZRU. Et ces zones-là bénéficiaient de dispositifs d'aide plus longs et plus conséquents. Et enfin, dans les années 2000, on a mis en place les contrats urbains de cohésion sociale, donc qui englobaient l'ensemble des zones précédentes, plus des zones supplémentaires, et dans lesquelles on mettait en place des contrats entre l'État et les municipalités, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants. Et donc, vous voyez que cet empilement de zonage, donc, il a conduit à la création d'un certain nombre d'acronymes absolument magnifiques, comme on aime bien en créer en France. Et surtout, il a conduit à un système qui est devenu très complexe, à la fois du point de vue du dispositif en tant que tel, c'est-à-dire que le contenu était assez difficile à lire. Un certain nombre des dispositifs étaient discrétionnaires, le reste était automatique.
certains ciblaient les entreprises, d'autres les habitants, et donc c'est devenu très compliqué. Ça a été très critiqué par la Cour des comptes, qui notamment a mis en lumière l'inefficacité relative du dispositif au regard du coût, et surtout le manque de transparence de ce dispositif. Donc ce qui s'est passé en 2014, c'est que on a essayé de simplifier le système en créant un zonage unique sur la base d'un critère d'éligibilité beaucoup plus simple et complètement transparent, qui est basé uniquement sur le revenu des résidents. Le deuxième objectif, c'était d'augmenter, d'améliorer l'efficacité coût de ce dispositif en ciblant un plus petit nombre de quartiers. Pour faire ça, le gouvernement s'est basé sur un scan complet du territoire français sur la base des données carroyées. Donc en gros, l'ensemble du territoire a été scanné par petits carreaux de 200 mètres sur 200 mètres. Et pour chaque petit carreau, on a regardé le revenu médian des habitants. Le principe étant de définir comme éligible l'ensemble des amas de carreaux avec un revenu médian inférieur à un certain seuil de pauvreté. Et ce seuil de pauvreté, il a été défini comme 60% d'un revenu de référence, qui était une moyenne pondérée à la fois du revenu national et du revenu local à l'unité urbaine. Donc l'objectif, c'était d'identifier les quartiers qui étaient des poches de pauvreté, au sens où, relativement à l'ensemble de la population et relativement à la population locale, c'était des quartiers plus pauvres. Ici, vous voyez, pour illustrer la manière dont ça a été fait, vous voyez donc cette grille de petits carreaux de 200 mètres sur 200 mètres. Et en bleu clair, en bleu turquoise, vous avez l'ensemble des petits carreaux qui se situent en dessous du seuil de pauvreté, donc en dessous de 60% de leur seuil de référence. Et en bleu plus foncé, il y a un amas de carreaux qui représente plus de 1000 habitants. Et tous les amas de carreaux de plus de 1000 habitants situés en dessous du seuil de pauvreté devenaient éligibles au dispositif. Donc ça implique que certains quartiers qui n'étaient pas du tout ciblés par le dispositif sont entrés dans le zonage, et puis certains quartiers sont sortis. Mais la sortie du dispositif, elle s'est faite de façon très progressive, parce que notamment les zones qui bénéficiaient des zones franches, dans la mesure où les exemptions de taxes étaient censées durer jusqu'à un certain nombre d'années après l'entrée dans le dispositif, en fait, le temps de terminer ces phases d'entrée, la sortie du dispositif s'est fait en fait de façon très progressive, et notamment pour les zones franches. Donc vous allez voir que dans les résultats qu'on obtient, on voit effectivement une grosse différence entre entrée et sortie. La sortie, en fait, elle a vraisemblablement été beaucoup plus progressive, alors que l'entrée a vraiment été un vrai choc. Donc, pour répondre un peu à ta question, Nicolas, le contenu de la politique, il n'a pas changé avec la réforme. C'est vraiment uniquement le zonage qui a été modifié. Donc, le contenu, c'est le suivant. L'objectif, c'est de mettre en place des contrats entre la municipalité et l'État, des contrats de ville, pour améliorer un ensemble de choses. Donc, c'est multidimensionnel. L'objectif, c'est d'abord d'améliorer la cohésion sociale, par exemple, en donnant des moyens supplémentaires aux associations locales, d'améliorer les conditions de vie des habitants avec des plans de construction et réhabilitation de logements, d'améliorer la participation au marché du travail des habitants, avec notamment tout le volet exemption pour les entreprises qui se localisent dans les quartiers, avec pour certaines la condition d'employer des gens qui résident dans le quartier. Et puis d'améliorer les résultats scolaires des élèves qui résident dans la zone en donnant des moyens supplémentaires qui permettent, par exemple, aux associations de fournir une aide en dehors de la classe pour les élèves qui résident dans les quartiers de la politique de la ville. Donc ça ne cible pas du tout que le volet éducation, mais il y a un volet éducation dans le dispositif. Oui, je peux te poser une petite question? Oui, dis-moi. Donc, en fait, les traités, il y a les carreaux traités, c'est les carreaux qui forment un cluster. En fait, il faut appartenir à un cluster pour être traité. C'est-à-dire qu'il faut que les carreaux adjacents soient aussi je suis désolé pour le contre-jour. C'est pas grave. Il faut que les carreaux adjacents soient aussi, aient un niveau de
de revenus médian par habitant inférieur aux 60% du taux de pauvreté. Oui. C'est bien ça. Et alors, ma Oui. question, j'ai une question dans l'allocation des ressources supplémentaires. Si tu as un cluster qui s'étend sur plusieurs municipalités, en fait, comment sont répartis les fonds publics? En fait, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir finalement, parce que je suppose que les fonds publics sont répartis à la proportionnelle sur le nombre d'habitants ou quelque chose du genre. Est-ce qu'on peut imaginer finalement que certains carreaux vont recevoir proportionnellement moins de fonds publics que d'autres carreaux, ou c'est parce qu'ils sont situés sur des municipalités différentes, ou pas? En fait, quand c'est à cheval sur plusieurs municipalités, en fait, en général, c'est donc soit l'agglomération, soit les communautés de communes qui signent Oui. les contrats. Dans ces cas-là, alors il se peut qu'il y ait des règles. Après, c'est à chaque contrat est spécifique du coup. Euh, il se peut qu'il y ait des règles de partage, mais j'ai pas Et pour voir si tu peux connaissance. avoir une J'ai pas intensité connaissance de du fait qu'ils ont traitement. utilisé, par exemple, le nombre d'habitants par carreau, ça m'étonnerait fort. Et puis, il faut voir quand même que à la marge, les carreaux, ils ont quand même été ajustés, par exemple, pour suivre les rues. Ok. Parce que parfois, le petit carreau, il passait, enfin, ça n'avait aucun sens. Mhm. Mais j'ai pas connaissance du fait que certaines municipalités auraient utilisé des règles de partage sur la base du nombre d'habitants par carreau. Ça m'étonnerait que ça ait été fait. Non, mais je veux dire, je ne sais pas du tout comment est-ce que les fonds supplémentaires je veux dire, sont fournis à chaque municipalité, par exemple. En disant, enfin, quelle est la base des communes pour recevoir Je pense l'argent que comme ça, c'est supplémentaire? plutôt la communauté de communes. Dans les cas qui sont, à mon avis, pas nombreux, mais dans les cas pas nombreux où il y a une zone qui est à cheval, c'est les communautés Mhm. de communes qui reçoivent, enfin, Ok, qui gèrent le contrat, et d'accord. pas, et pas une commune, par exemple, au détriment d'une autre. Ok. Alors, ce qui a été aussi nouveau dans la mise en place de cette réforme, ça a été, dans ce souci de transparence, on a créé des conseils citoyens dans l'objectif de faire participer les habitants à la construction des contrats de ville. Et ça, c'était très nouveau. Et ça faisait vraiment partie de cet objectif de transparence. Et dans cet objectif de transparence, le ministère a aussi créé un outil de recherche d'adresses pour donner de l'information très précise sur la délimitation du zonage et la localisation de toute adresse par rapport au zonage. Donc, ce moteur de recherche, il prend la forme suivante. On peut rentrer n'importe quelle adresse dans le moteur de recherche et en retour, on a la localisation de cette adresse par rapport au zonage ancien ou nouveau. Donc ici, par exemple, vous avez la localisation d'un collège. Et pour ce collège, je peux savoir très précisément s'il fait partie du zonage, ancien zonage ou nouveau zonage. Donc, ce qui s'est passé avec ce dispositif, c'est qu'au-delà de la modification que la réforme a créée, donc la modification en termes de zonage, de localisation du dispositif, ça a aussi créé un choc informationnel dans la mesure où on a donné beaucoup plus d'informations aux résidents sur la localisation par rapport au zonage. Donc ici, sur cette carte, vous voyez pour la région parisienne, vous avez toujours la municipalité de Paris qui est représentée, et vous voyez en vert l'ancien zonage, ZUS, ZRU, ZFU, CUX, et vous voyez en gris le nouveau zonage. Donc, on voit deux choses. La première chose, c'est que effectivement, ce zonage, il a été recentré sur un plus petit nombre de quartiers, un plus petit nombre de zones, et aussi que ce zonage, vous voyez, il est beaucoup plus dentelé parce que, pour partie, il suit ces carreaux, ces petits carreaux de 200 mètres sur 200 mètres. Et ça, ça va nous permettre, ça va nous aider dans l'identification. Ça veut dire aussi que pour identifier quelque chose, il faut qu'on utilise des données qui sont très précisément localisées dans l'espace. Donc, je vais vous présenter les données sur lesquelles on travaille. On a des données au niveau des élèves, on a des données au niveau des établissements scolaires et on a des données au niveau des quartiers. Au niveau des élèves, les données sont fournies par le service statistique du ministère de l'Éducation nationale et on observe l'ensemble des cohortes d'élèves qui rentrent au collège sur la période 2010-2019. Donc, on a 4 cohortes avant la réforme et 6 cohortes après la réforme. Et pour tous ces élèves qui rentrent au collège, on observe l'année T,
donc quand ils rentrent au collège, et l'année T-1 quand ils étaient en école primaire, en école élémentaire. Et ces données, ce sont des données administratives, donc on n'observe pas grand-chose de plus que les élèves et dans quel établissement scolaire ils sont. On observe l'occupation, le statut socio-professionnel des parents en 4 catégories, qui sont les catégories du ministère: très favorisés, favorisés, intermédiaires et défavorisés. Et puis on observe l'âge, le genre et le pays de naissance des enfants, et c'est tout. Donc notamment, on n'a rien sur est-ce que les parents bénéficieraient d'aides supplémentaires. On n'a pas leurs revenus, on n'a pas le statut boursier non plus, on n'a rien d'autre que ces quelques variables. Au niveau des établissements scolaires, on observe l'ensemble des collèges sur la période 2010-2019 avec leur localisation géographique exacte. Donc on peut localiser les quartiers, on peut localiser les établissements scolaires dans les quartiers. On sait s'il s'agit d'établissements publics ou privés. Et on sait si ces établissements bénéficient ou pas de dispositifs d'éducation prioritaire, qui sont un système séparé du dispositif de la politique de la ville. Et on observe le taux de réussite au brevet pour chacun de ces établissements scolaires. Ça, c'est important parce que c'est notre seule mesure de la performance scolaire des élèves, dans la mesure où dans les données élèves, on n'observe pas du tout leurs notes, on n'observe pas du tout leur réussite scolaire. Donc tout ce qu'on a, c'est le taux de réussite au brevet, établissement par établissement. On a calculé l'offre scolaire autour de chaque établissement en calculant notamment l'offre d'établissements privés, donc le nombre d'établissements privés dans un certain rayon autour des collèges. Donc on a joué avec la taille de ce rayon, mais en gros, dans 2, 5 ou 7 kilomètres qui correspondent aux médianes moyennes de la distance entre les établissements scolaires, on a le nombre d'établissements privés, ce qui nous donne une mesure de l'offre scolaire existante localement. Et enfin, au niveau des quartiers, on utilise des données fournies par l'INSEE et par le ministère, qui a changé plusieurs fois de nom. Donc, on a des données de l'ONPV qui ne s'appellent plus comme ça et qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque. Et on observe pour chaque unité urbaine le revenu de référence qui va nous permettre de calculer le seuil de pauvreté. On a le revenu, alors à l'iris, on n'a pas le revenu au carreau pour tous les carreaux, et on a la délimitation très précise du zonage avant et après la réforme. Donc au total, on observe plus de 7,4 millions d'élèves sur nos cohortes de 2010 à 2019. Donc on observe le genre de ces élèves, la catégorie socio-professionnelle, le pays de naissance, donc on sait s'ils sont nés français, s'ils sont nés en France ou pas, leur âge. Et puis on observe le choix d'établissement scolaire à l'entrée en 6e, donc on sait si l'établissement de scolarisation en 6e, c'est l'établissement de secteur, c'est le cas dans 54% des cas, un autre établissement public dans 24% des cas, ou un autre établissement privé dans 22% des cas. Et c'est ces variables-là, en fait, qui vont nous servir de variables d'intérêt. Je vais y revenir dans un moment. Et puis pour chacun des établissements de secteur qu'on observe dans les données, on sait où ils se situent par rapport au zonage. Oui, Nicolas. Une petite question, est-ce que, enfin, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, donc il y a peut-être, enfin, avec le processus de stigmatisation, est-ce que vous regardez, est-ce que vous avez une information sur la fratrie? Parce que tu Non. disais qu'on peut demander des dérogations, et donc en fait, je me dis, si une famille a déjà un enfant qui est scolarisé dans un collège qui a changé de zone, en fait, tous les autres enfants peuvent y aller, donc avec une augmentation du nombre de dérogations demandées. Donc ça, je sais pas si je sais pas si c'est important, ça vaut la peine ou pas. Non, on ne peut pas observer les fratries, malheureusement. Ce serait intéressant, et ça pourrait être un genre d'instrument, mais on ne les observe pas. Non, on ne peut pas suivre les familles, et on ne peut pas suivre les élèves non plus. Donc on a vraiment on a des coupes répétées, mais on n'a pas de panel. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la variation dans le temps et dans l'espace qui est générée par la réforme, au sens où on va regarder les voisinages et les établissements scolaires qui n'étaient pas dans le zonage, sont rentrés dans le zonage, ou étaient dans le zonage et sont sortis du zonage à la suite de la réforme. Donc, ici,
Sur cette même carte, vous voyez les quartiers qui sont sortis du zonage, donc c'est des quartiers en vert vide. Tous ces quartiers-là faisaient partie du zonage avant la réforme et sont sortis du dispositif de la politique de la ville après la réforme. En vert, vous avez les quartiers qui sont restés dans la réforme, donc qui faisaient partie du zonage qui sont restés dans le dispositif, qui faisaient partie du zonage avant la réforme, qui font toujours partie du zonage après la réforme. Et en gris, vous avez les quartiers qui sont rentrés dans le zonage, donc qui ne faisaient pas partie de la politique de la ville avant et qui sont devenus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Manon, Oui. excuse-moi, je sais pas comment il fait, Nicolas, il trouve la main comme ça facilement. Tu parlais tout à l'heure de l'annonce, de la publicité qui est faite pour rentrer dans le zonage, etc. Est-ce que là, il y a aussi, entre guillemets, une publicité qui est faite pour la sortie du zonage ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Tu verras qu'en fait, on ne trouve pas d'effet de la sortie, mais on n'est pas très surprise. D'une Ouais. part, parce qu'en fait, la sortie en pratique, elle se fait de façon très progressive, notamment parce que toutes les entreprises qui bénéficient d'exemptions, elles continuent à en bénéficier tout le temps du contrat de ville. Ouais, c'est 5 ans, Et ouais, minimum. aussi parce que, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et Les aussi parce sorties sont que, plus comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas énormément de publicité sur la sortie. Et zut, je voulais dire quelque chose d'autre et puis j'ai oublié. Et comme sur l'entrée, la publicité, elle est assez forte, la communication dessus. Et à quelle Alors, période elle intervient? Parce que oui, c'est une bonne question. à peu près, dans mon souvenir, c'est dès janvier en fait que les vœux sont émis des parents, Mm. même s'ils ne sont pas très engageants. Oui, Puisque moi, justement, j'ai refait une demande de dérogation. Là, c'était carrément en mai, quelque chose comme ça. Euh, euh, donc, est-ce que la publicité intervient en T-1 ou en T? C'est la question que je me posais oui. sur ça. Donc, nous, on voit des effets d'été. Donc, l'annonce, elle est faite dans le courant. Elle est faite au moment où les parents font le choix. Donc, les fiches navettes dont tu parles, effectivement, elles commencent à être émises et à revenir des familles au collège à partir de fin janvier jusqu'à juin, grosso modo. Et c'est dans cet intervalle-là qu'a lieu l'annonce de la réforme. Et nous, on observe des effets dès septembre. Donc pour la rentrée 2014, quand la réforme a été annoncée en février 2014. Oui, donc dans Donc en vos fait, on données, a des effectivement, effets vous à captez très court bien terme. l'annonce Ouais. directement. Ouais, ok. Ouais, On a ok, des effets à merci. très court terme et tu verras, on a des effets aussi qui perdurent sur plusieurs années. C'est assez net dans les résultats. Donc pour l'entrée, la publicité, elle se fait de deux manières. La première, c'est l'annonce publique et la conférence de presse. Mm. La publication de la liste des quartiers. L'ouverture du moteur de recherche dont je parlais, qui fait que, parce que le nom du quartier, c'est pas forcément très... ça donne pas du tout les limites du quartier. Donc, on pouvait en plus voir de façon très claire les limites du quartier avec le moteur de recherche. Et surtout, les résidents avaient la possibilité de participer au conseil citoyen. Ça veut dire que ceux qui voulaient et qui étaient investis dans la vie du quartier avaient la possibilité, bien en amont, de participer à la co-construction du contrat de ville. Et ça, pour les habitants, ça fait aussi, sans forcément avoir besoin de faire beaucoup de publicité sur l'existence sur l'entrée du quartier dans la politique de la ville, du coup, ça génère de l'information qui circule à l'intérieur des quartiers pour les habitants. Ah ouais, tout à fait. Mm. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, vous le captez entre janvier et juin, donc effectivement, vous le captez au moment où ça se met en place, quoi, C'est ça. directement. Ah ouais. Ouais. Alors après, on n'a pas de mesure directe de à quel point est-ce que les familles étaient informées. Il n'y a pas vraiment de données d'enquête. Tout ce qu'on sait, c'est l'existence de conseils citoyens et l'existence de ce moteur de recherche qui a été mis en place à ce moment-là.
Ouais, généralement, en plus, c'est relayé par la presse locale, etc. Il y a toujours, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y ait une bonne publicité de fait, quoi. En tout cas, pour ceux qui voulaient savoir, c'était facile d'avoir l'information. Et même pour ceux qui s'y intéressaient pas spécialement, en tout cas pour les résidents, l'information a été très largement diffusée. Mhm. Ok, merci. Je t'en prie. Donc, cette modification-là qu'on voit sur cette carte, du coup, elle se transmet aux établissements scolaires parce que, encore une fois, sans changer de localisation, il y a des établissements scolaires qui sont sortis du zonage. Donc ici, en petit diamant bleu, vous avez tous les établissements scolaires qui faisaient partie du zonage avant la réforme et qui ne sont plus dans le zonage après la réforme, donc qui sortent du dispositif sans qu'ils changent de localisation. Vous avez l'ensemble des établissements scolaires qui restent dans le dispositif, donc ici les petits triangles noirs, et puis vous avez les établissements scolaires qui rentrent dans le dispositif, ici les ronds bleus, qui ne faisaient pas partie de la politique de la ville avant, qui n'étaient pas dans des quartiers de la politique de la ville avant, et qui sont maintenant dans des quartiers de la politique de la ville, sans autre modification par ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser donc notamment à ces établissements entrants dans le dispositif. Le problème, c'est que par essence, ces établissements scolaires, ils ne sont pas comparables aux autres établissements scolaires, puisqu'ils sont, par définition, situés dans des quartiers qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit des quartiers contrefactuels et des établissements scolaires contrefactuels en utilisant les données Carroyer. Donc en utilisant ce critère qui était basé sur les données Carroyer, on a identifié l'ensemble des petits carreaux dont le revenu médian est situé juste au-dessus du seuil de pauvreté, mais tout près. Donc ici, en bleu turquoise, vous avez l'ensemble des petits carreaux qui sont situés entre 60 et 60% du revenu de référence. Donc ils sont juste un tout petit peu au-dessus du niveau du seuil d'éligibilité, mais pas loin du seuil d'éligibilité. Et puis on a identifié l'ensemble des iris intersectant ces petits carreaux, donc c'est les zones que vous voyez en bleu, et les établissements scolaires qui sont situés dans ces quartiers contrefactuels, qui sont donc les quartiers dont le revenu de référence est tout près du seuil d'éligibilité, mais qui ne sont pas rentrés dans le dispositif. Donc tous ces établissements scolaires, ils sont situés dans des quartiers qui n'ont jamais été traités, mais qui étaient très proches du revenu du seuil d'éligibilité, donc dont le revenu était situé entre 60 et 70% du revenu de référence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les établissements scolaires qui rentrent dans le dispositif avec des établissements scolaires qui sont situés dans ces quartiers contrefactuels. Et puis, symétriquement, on va comparer des établissements scolaires qui sortent du dispositif avec des établissements scolaires qui sont situés dans des quartiers qui sont juste en dessous du seuil d'éligibilité. Donc la stratégie d'identification, elle est la suivante. On va considérer l'ensemble des établissements scolaires qui sont situés dans des quartiers qui n'étaient jamais traités avant 2014, et on va considérer l'effet de l'entrée. Pour faire ça, on va utiliser donc nos trois variables de choix d'établissement scolaire. Donc on va considérer la variable YIDT, qui est égale à 1 si l'élève I, qui fait partie de la cohorte T et qui dépend du collège de secteur D, est scolarisé dans son établissement de secteur D ou pas. Donc c'est une variable indicatrice 0,1. Et puis on va considérer deux autres variables d'intérêt, variables dépendantes. La variable qui vaut 1 si l'élève I est scolarisé dans un autre établissement public, 0 sinon. Et puis la variable qui vaut 1 si l'élève I est scolarisé dans un établissement privé et 0 sinon. Donc ça, ces trois variables, ça va représenter l'ensemble des choix possibles pour les familles. Et c'est comme ça qu'on va mesurer le taux de scolarisation ou l'évitement scolaire, l'attractivité des établissements ou au contraire l'évitement scolaire s'il existe. La variable d'intérêt, c'est la variable T, qui vaut 1 si le secteur scolaire est entré dans le zonage après la réforme et 0 sinon, et on va l'interagir avec l'ensemble des années donc de 2010 à 2019. On contrôle pour l'ensemble des caractéristiques individuelles qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, mais notamment le milieu socio-professionnel des parents. On va contrôler pour l'ensemble des caractéristiques des secteurs qui sont variables dans le temps, notamment l'appartenance ou pas à l'éducation prioritaire. Et puis, on va contrôler pour un effet fixe secteur, MUD, et un effet fixe année, MUT,
qui vont nous permettre de mettre en place cette identification par différence de différence. Donc, on va contrôler pour la sélection dans le dispositif et on va contrôler pour l'effet cohorte. C'est équivalent en fait à une event study. Pour rappel, ici, on va donc comparer des écoles, des collèges jamais traités avant qui rentrent dans le zonage avec des collèges qui restent non traités sur l'ensemble de la période, mais qui sont situés dans des quartiers contrefactuels, qui sont situés dans des quartiers avec un revenu médian qui est juste au-dessus du seuil d'éligibilité. De façon symétrique, on fait exactement la même chose pour les sorties. Cette fois-ci, on considère la variable T-exit qui vaut 1 si le secteur scolaire sort du zonage, donc était situé dans un quartier qui avant bénéficiait de la politique de la ville et qui ne bénéficie plus de la politique de la ville après la réforme. Et ici, on va considérer l'ensemble des collèges situés dans des quartiers donc, traités avant pour ceux qui sortent, et les établissements scolaires contrefactuels sont ceux qui sont situés dans des quartiers avec un revenu médian juste en dessous du seuil de référence, donc ils sont restés dans le zonage parce qu'ils étaient entre 50 et 60% du seuil de référence. Quand on fait ça, le premier résultat qu'on obtient, c'est une diminution nette et significative de la probabilité individuelle d'être scolarisé dans son établissement de secteur pour les établissements de secteur qui rentrent dans le zonage après la réforme. Donc ici, en abscisse, vous avez les années. La barre rouge, ça représente 2013, c'est notre référence, juste avant la réforme. 2014, c'est la première année après la réforme. Et puis en ordonnée, vous avez la probabilité individuelle d'être scolarisé dans son établissement de secteur. Et chaque point, ça représente l'estimation pour l'année en question de la différence entre un quartier qui rentre dans le zonage et un établissement scolaire qui rentre dans le zonage et un établissement scolaire qui est situé dans un quartier contrefactuel. Et donc, vous voyez cette diminution dès 2014 et qui dure sur 5 ans de la probabilité d'être scolarisé dans son établissement de secteur avec une baisse de 4 points de pourcentage. Donc, vous vous rappelez que la probabilité de base d'être scolarisé dans son établissement de secteur dans l'échantillon, c'est 54%. Donc, ça fait passer de 54 à 50% la probabilité d'être scolarisé dans son établissement de secteur lorsque l'établissement de secteur entre dans le zonage. Alors, de façon intéressante, quand on sépare l'effet, quand on regarde la probabilité d'être scolarisé dans un autre établissement public, quand on regarde la probabilité d'être scolarisé dans un autre établissement privé, on constate qu'en fait, l'effet moyen, il est uniquement porté par la probabilité d'être scolarisé dans un autre établissement public. Et quand on creuse un peu plus, en fait, on constate qu'il s'agit uniquement d'une augmentation de la probabilité d'être scolarisé dans un autre établissement public hors zonage. On ne voit rien, il n'y a pas d'effet moyen sur la probabilité d'être scolarisé dans un établissement privé. Et cet effet, il est robuste à l'ajout de tendances temporelles différentes entre traité-contrôle pré-traitement. Donc, on a réestimé le modèle en incluant des tendances temporelles, donc des time trends pré-traitement. Ici, vous avez le même graphique que précédemment, sans time trends, et puis ici, vous avez le graphique avec les estimations qui incluent des tendances linéaires. Donc, vous voyez que ici, on a toujours la même magnitude. Par contre, on perd la significativité à partir de la 4e année, mais on a toujours un effet fort et significatif dans les 3 années suivant la réforme. Sur ce graphique, vous avez maintenant l'effet de la sortie du dispositif. Et donc, comme je vous disais en introduction, on ne voit pas d'effet symétrique d'augmentation de la probabilité d'être scolarisé dans son établissement de secteur. Donc, on n'a pas un regain d'attractivité pour les établissements scolaires qui sortent du zonage. On ne voit pas d'effet significatif sur la période. Sauf quand on commence à regarder l'hétérogénéité de l'effet. Donc, si on s'intéresse à la différence d'effet, notamment selon le milieu socio-professionnel des familles,
On constate que lorsque l'établissement scolaire de secteur entre dans le zonage, les familles issues de milieux sociaux, donc les enfants issus de milieux sociaux plus défavorisés, se scolarisent plus souvent dans un autre établissement public et moins souvent dans un établissement privé que les familles plus favorisées socialement. Donc on a vraiment un gradient, un effet hétérogène selon le milieu social dans le choix d'établissement scolaire qui est fait. Donc tout le monde évite l'établissement de secteur, mais les familles de milieux sociaux plus défavorisés vont scolariser leurs enfants préférentiellement dans le public et les familles issues de milieux sociaux plus favorisés préférentiellement dans le secteur privé. Quand on regarde la sortie du dispositif, là, ce qui est intéressant, c'est que les familles donc les enfants issus de milieux sociaux plus défavorisés sont les seuls pour lesquels on voit une augmentation de la probabilité de scolarisation dans l'établissement de secteur. Autrement dit, en moyenne, on n'a pas d'effet, mais si on sépare l'effet selon le milieu social, on constate que c'est seulement les familles les plus défavorisées socialement qui réagissent à la sortie du dispositif. Ce n'est pas le cas des familles plus favorisées. Et enfin, on a séparé l'effet selon qu'au moins un des deux parents de l'enfant était enseignant ou équivalent. Et on constate que les enfants d'enseignants ou équivalents réagissent moins à la réforme que les autres. Donc quand on voit tout ça, on se dit que en fait, on a probablement affaire à un effet informationnel. C'est-à-dire la réforme, elle va donner de l'information aux familles, donc elle va identifier certains établissements scolaires comme étant localisés dans des quartiers défavorisés. Et en donnant cette information-là, elle va signaler à certaines familles pour lesquelles l'information est peut-être moins parfaite, du coup, la composition sociale de l'établissement scolaire et certaines familles vont réagir. Pour tester ça, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu regarder si on observait aussi un effet pour les familles qui sont parfaitement informées par la qualité de l'établissement scolaire ou la composition sociale de l'établissement scolaire. Donc, par exemple, les enfants d'enseignants, dont on pense qu'ils sont plus informés, effectivement, les enfants d'enseignants réagissent moins. Mais ceux qui sont parfaitement informés, c'est aussi les familles qui sont dont l'enfant est déjà scolarisé dans l'établissement scolaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réestimé le modèle, cette fois-ci pour les cohortes d'élèves entrant en quatrième. Donc les entrants en quatrième, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont scolarisés dans l'établissement scolaire, donc ils ont une connaissance parfaite de la composition sociale et de la qualité de l'établissement scolaire. Est-ce que ces élèves-là changent d'établissement scolaire suite à la réforme? Donc là, pour le coup, ce n'est pas l'entrée en sixième, c'est à l'entrée en classe de quatrième, est-ce qu'ils changent d'établissement scolaire? C'est assez peu fréquent de changer d'établissement scolaire au cours du collège, mais si l'effet d'information était si fort, il se pourrait que certaines familles essayent de changer leur enfant d'établissement scolaire si c'était vraiment alors on se demande un peu pourquoi, ceci dit, mais si c'était vraiment un effet de signal tellement fort qui viendrait y compris modifier les préférences des familles qui sont déjà informées. Et ici, vous voyez qu'on voit strictement aucun effet. Donc, on n'a pas du tout d'effet sur les familles dont l'enfant est déjà scolarisé dans l'établissement scolaire. Donc, ça conforte bien cette hypothèse d'un effet informationnel. On donne de l'information aux familles pour les familles pour lesquelles l'information est imparfaite. Donc, les familles qui ne sont pas encore dans l'établissement scolaire, qui se posent la question de savoir où scolariser leurs enfants à l'entrée en sixième. Pour celles-ci, on a un effet. Pour les familles qui sont déjà scolarisées dans les établissements scolaires, ça ne change strictement rien. La deuxième hypothèse qu'on a testée, c'est est-ce que ce changement d'établissement scolaire, en fait, c'est un effet de fuite des quartiers. Donc, les familles déménagent pour changer d'établissement scolaire. Ou est-ce que c'est vraiment juste le choix d'établissement scolaire qui joue? Et c'est plutôt la deuxième hypothèse. C'est-à-dire qu'ici, on a regardé le nombre moyen d'élèves par secteur scolaire dans les secteurs traités, donc qui rentrent, c'est la partie de gauche du graphique, le panel de gauche A, ou qui sortent du zonage. Et dans les deux cas, on ne voit pas de différence significative entre les établissements scolaires qui rentrent dans le zonage et les établissements scolaires situés dans des quartiers contrefactuels, ou les établissements scolaires qui sortent du zonage et les établissements scolaires situés dans des quartiers contrefactuels. Donc, ce n'est pas que les familles déménagent plus, mais c'est qu'elles changent d'établissement, elles évitent les établissements scolaires du secteur.
Alors, on a procédé à un certain nombre de tests de robustesse. La première chose... Ah oui, vas-y Nicolas, dis-moi. Et je t'entends pas parce que tu n'as pas mis ton micro. Oui, non, tout à fait. Pardon, Pas de je peux pas problème. gérer deux choses en même temps. Donc, si je comprends bien, en fait, l'évitement ne peut se traduire que par... Enfin, est-ce que l'évitement se traduit principalement... Enfin, pardon. L'évitement se peut se traduire par deux mécanismes. Un, une demande de dérogation supplémentaire pour aller dans un autre Ouais, établissement public, ou alors une demande donc privée, en fait, c'est ça? oui, Enfin, exactement. et je me souviens bien d'exemple, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet dans le privé, il n'y a pas vraiment d'effet d'évitement vers le privé, mais c'est plus une augmentation du nombre de dérogations, c'est bien ça. Exactement, en moyenne. Il n'y a pas d'effet moyen, il n'y a pas d'augmentation de la probabilité d'aller dans le privé en moyenne, mais par contre, si on décompose par CSP des parents, là, pour le coup, on voit un évitement plus important vers le privé pour les familles plus favorisées socialement et moins pour les familles plus défavorisées socialement. Donc, en gros, quand on sépare entre favorisés et défavorisés, là, on voit un effet différencié dans l'évitement vers le privé. D'accord. Mais en Donc, en fait, moyenne, oui, tu as raison. En moyenne, pour l'ensemble de la population, c'est un évitement vers le public, c'est pas un évitement vers le privé. et alors, juste pour revenir enfin, à la question que j'avais tout à l'heure par rapport aux fratries, est-ce que, donc, tu montres que tu as un effet différencié entre les catégories socio-éco plus élevées versus plus faibles, donc ça irait à l'encontre de cette notion de, enfin, ça montrerait qu'il y a cette fratrie ou pas, en fait, ou pas. Que tu dis, enfin, tu dis que ce sont les familles les plus pauvres qui vont avoir une stratégie d'évitement la la plus claire, alors que les familles plus riches ne vont avoir beaucoup moins cet effet d'évitement? Non, Ou je est-ce dis que que les... tout le monde évite, mais les plus favorisés plus vers le privé et les plus défavorisés plus vers le public. Mais tout le monde a une stratégie d'évitement. Tout le monde répond en évitant plus. Ok, mais oui, ok, d'accord, ça va. Ok, merci. Rachel, je te vois. Tu as vu la façon artisanale de lever la main? Ça marche aussi. Je me posais la question, est-ce que vous avez dans un... alors, je ne sais pas trop comment faire, mais peut-être dans un souci de mettre en évidence cette différenciation entre public et privé, un moyen de calculer la distance si elle joue, si elle influence. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est plus proche de moi, c'est finalement un privé, et dans ce cas-là, j'ai plutôt tendance à privilégier le privé, et le plus proche de moi, c'est un public, et je privilégie un public. Est-ce que vous avez moyen de mettre ça en place? Ouais, on a testé ça et on voit rien de probant. On a Ouais, testé ce qui est guère ça. étonnant. Oui. Et notamment, donc on a testé l'hétérogénéité selon l'offre de privé alentour. On a aussi mesuré l'offre publique alentour. Et on ne voit rien de super probant. Oui, ça paraît cohérent. Mais et ça, pour moi, ça corrobore en fait cette idée qu'il y a vraiment un arbitrage qui est fait entre public et privé, et pas un arbitrage par rapport à l'établissement à partir du moment où tu as une stratégie d'évitement. Merci. Je t'en prie. Donc, pour revenir au test de robustesse, alors la première chose qu'on a fait, c'est de tester notre définition du traitement, notamment avec l'idée que en fait, les familles ne sont pas forcément hyper au courant de l'existence de ce zonage, notamment pré-réforme. Et notamment, on a en tête que la plupart des gens n'ont pas connaissance des CUCS. Donc, pour tester ça, on a considéré comme traité uniquement les zones, donc les zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines avant la réforme, et puis quartier prioritaire de la politique de la ville après la réforme, donc en excluant les contrats urbains de cohésion sociale, les CUCS. Ça ne change pas les résultats. On a des résultats qui restent inchangés si on exclut ou si on inclut les CUCS.
Notre deuxième test de robustesse, il porte sur la définition des établissements scolaires. Donc, je n'ai pas trop insisté jusqu'à maintenant, mais en fait, on n'observe pas l'établissement de secteur dans les données. Tout ce qu'on observe, c'est l'établissement de scolarisation à l'entrée en 6e et l'établissement primaire précédent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit l'établissement de secteur, on a approché l'établissement de secteur comme le collège public le plus proche de l'école primaire précédente. Ce faisant, on misclassifie. Donc, on classifie mal certains élèves, c'est-à-dire on On a identifie pari un mal. établissement de secteur. Ouais, on a pari mal. On identifie un établissement de secteur qui n'est pas forcément le bon. Et si cette mauvaise classification, elle n'est pas exogène, on pourrait avoir une estimation qui serait biaisée. On n'a pas de raison de penser que cette mauvaise allocation, elle est pas exogène, mais pour tester, on a utilisé d'autres données, et c'est des données qui sont géolocalisées au niveau du lieu de résidence des élèves. Donc, entre 2011 et 2017, tous les 2 ans, on a des données géolocalisées qui nous permettent de savoir très précisément où habitent les élèves. Au lieu de définir l'établissement de secteur comme l'établissement de secteur le plus proche de l'école primaire précédente, on a donc construit l'établissement de secteur comme le collège public le plus proche du lieu de résidence de l'élève. Et on a des résultats qui sont complètement inchangés, bien que moins précis parce qu'on a moins d'années. On a des résultats qui tiennent toujours. Et enfin, le dernier test de robustesse qu'on a fait, c'est de considérer donc, pour l'instant, on considère nos trois variables d'intérêt comme étant indépendantes. Donc, on considère qu'on choisit l'établissement de secteur, ou on choisit un établissement public, ou on choisit un établissement privé. Et ça, c'est 3 variables qu'on considère comme étant indépendantes dans 3 modèles linéaires de probabilité linéaire, ce qui est évidemment une grosse hypothèse. On a réestimé le modèle avec un logique multinomial pour considérer qu'en fait, ces 3 variables, c'est juste un seul choix qui est fait avec 3 alternatives, enfin 3 possibilités, 3 choix possibles. Et nos résultats tiennent et sont toujours, restent inchangés, y compris en termes de magnitude des effets. Et pardon Mathieu, j'ai vu la main levée. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. Donc oui, j'avais deux questions en fait par rapport à ce que tu viens de nous présenter. C'est d'une part, je suis étonné puisque tu es aussi la grande spécialiste des réformes des collèges avec l'évolution entre les ZEP, les REP, les RAR et tout ça. Là, ça paraît pas du tout dans ton analyse alors que c'est quand même concomitant en fait. 2014, c'est aussi une année un peu particulière par rapport à ces réformes-là. Donc la question, c'est comme tu fais... tu t'observes quelque chose qui intervient à ce moment-là. Est-ce que c'est pas lié ce que tu observes à ces réformes-là? Est-ce que ça, vous l'avez regardé? Et puis après, l'autre élément, c'est un peu la conclusion de ton papier, c'est de dire que les individus, ils se rendent compte grâce à ce choc informationnel de la qualité de leur environnement scolaire ou de leur environnement scolaire de leurs enfants. Est-ce que justement, ils ont bien fait en fait de récupérer cette information? J'ai envie de dire, est-ce que d'avoir changé de collège, est-ce que ça a été bénéfique ou pas pour leurs enfants? Donc c'est un peu les 2 questions que j'avais par rapport à ce que tu viens de nous présenter. Merci. Alors la réponse à la première question, c'est non, c'est pas lié à la réforme de éducation prioritaire parce que on contrôle pour éducation prioritaire. Donc, ce qui s'est passé effectivement en 2014, c'est 2 choses. La première, c'est que la réforme de la politique de la ville, elle a inclus la réforme de la politique d'éducation prioritaire, elle a inclus la résidence en quartier prioritaire de la politique de la ville dans les critères pour bénéficier de l'éducation prioritaire. Donc, ça veut dire que avant 2014, les établissements scolaires qui bénéficiaient de l'éducation prioritaire étaient identifiés sur 2 critères d'éligibilité, la part de redoublants et la part d'élèves issus de milieux sociaux défavorisés. Après 2014, à ces 2 critères-là, on en a ajouté 2 autres, la part de boursiers et la part d'élèves habitant en QPV. Donc, du coup, ça a généré encore plus de dépendance entre la politique de la ville d'une part et la politique d'éducation prioritaire de l'autre part. Donc, cette question, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, c'est qu'en fait, c'est l'objet d'un autre papier
avec Rachel, tu pourras lui en parler. Et donc oui, bien sûr, c'est très important, l'intersection entre les deux. Là, on a bien fait attention à contrôler pour ça, c'est-à-dire que on a un effet fixe établissement, et en plus, on a rajouté le statut éducation prioritaire, ce qui fait que si un établissement change de statut, par exemple devient éducation prioritaire ou sort de l'éducation prioritaire, c'est capté dans nos contrôles. Donc l'effet, il n'est pas dû à ça. Ça ne peut pas être un effet éducation prioritaire. En ce qui concerne ta deuxième question, alors j'ai noté la question, mais je n'arrive plus à me relire. Est-ce que... En Qu'est-ce fait, que tu ma m'as question, demandé? c'était est-ce que ils ont bien fait d'utiliser Oui, cette information qu'ils n'avaient pas, en fait. C'était Euh, ça ma question. alors, c'est une très bonne question et je peux répondre que partiellement. Donc, moi, je sais ce qui se passe pour les établissements scolaires qui rentrent, mais je ne peux pas suivre les élèves dans le temps, donc je ne peux pas exactement répondre à ta question. Mais par contre, ce que je peux faire, tu vas voir, c'est regarder ce qui se passe sur les résultats scolaires pour les établissements qui rentrent dans le dispositif, parce que j'ai quand même une mesure de la performance scolaire, établissement scolaire par établissement scolaire. Donc, ce que tu dis, c'est une question importante parce que tout peut se passer. C'est-à-dire que si les familles évitent ces établissements scolaires, ben, en soi, on a plutôt tendance à penser que c'est quelque chose de négatif, parce que du coup, ces établissements scolaires, ils vont perdre des élèves. Ces élèves, si c'est des élèves issus de milieux sociaux plus favorisés, bah, du coup, peut-être que en moyenne, le niveau scolaire de l'établissement va baisser. Mais en fait, on pourrait aussi observer l'inverse, c'est-à-dire que si tout le monde évite, toute catégorie socio-professionnelle confondue, si tout le monde évite l'établissement scolaire, ben en fait, tu vas juste te retrouver avec un effet de nombre. Il y a moins d'élèves par établissement scolaire, donc il y a plus de ressources par élève. Par exemple, il y a plus d'enseignants par élève, et ça devrait plutôt avoir un effet bénéfique. Donc en fait, en termes de résultats scolaires, de performance scolaire, on n'a pas nécessairement, on a des résultats qui sont ambigus, théoriquement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la seule mesure de performance scolaire qu'on a, qui est le taux de réussite au brevet dans les établissements scolaires. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas par élève, on ne peut pas suivre les élèves dans le temps. Par contre, on peut suivre les établissements scolaires dans le temps. Et donc, vous voyez que, globalement, on ne voit quand même pas grand-chose, mais quand même, si quelque chose, on a un effet négatif de la réforme, au sens où on constate pour la cohorte 2017 une réduction du taux de réussite au brevet. Et la cohorte 2017, de façon intéressante, c'est en fait la cohorte qui est rentrée en 6e en 2014. Donc pour la première cohorte impactée par la réforme, qui est rentrée en 6e en 2014, on voit une diminution qui est marginalement significative, mais qui est quand même significative, du taux de réussite au brevet en 2017. Donc quand ils passent le brevet en 2017, pour cette première cohorte-là, on voit une diminution du taux de réussite au brevet. Donc ça laisserait penser que, en net, l'effet est plutôt négatif, puisqu'il y a une diminution du taux de réussite au brevet. Mais, et tant mieux, cet effet, il est complètement court terme. Donc on ne le retrouve pas du tout sur les cohortes suivantes. Tu vois, à partir de 2018-2019, on n'a plus rien du tout. Et on voit absolument rien sur la sortie, donc on n'a pas du tout d'effet sur la sortie. Donc si quelque chose, la réforme, elle a plutôt diminué la performance scolaire telle que mesurée par le taux de réussite au brevet, mais seulement pour la première cohorte et seulement de façon très temporaire. Malheureusement, je ne peux pas te dire ce qu'il advient de ceux qui quittent l'établissement impacté, l'établissement qui entre dans le dispositif. Oui, Rachel. Pour faire écho à la remarque de Mathieu, est-ce que il y a moyen de considérer une tendance longue, enfin de différencier les établissements selon une tendance très longue à être classés en mesure prioritaire, quelle que soit la forme que ça prenait, par rapport à des établissements qui n'ont pas connu cette tendance longue? Est-ce que vous avez des pistes comme cela? Alors, on n'a pas. Alors, on a regardé l'hétérogénéité selon éducation prioritaire ou pas, et on n'a pas non plus d'effet. Il n'y a pas d'hétérogénéité dans cette dimension-là. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas essayé, par exemple, un genre de trend Oui. qui serait différencié selon éducation prioritaire ou pas. Oui, j'ai été classée 3 fois sur 4, Mm. 4 fois sur 4, enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
depuis longtemps, zone d'éducation prioritaire. Est-ce que ça fait vraiment un label, c'est mal dit le label, parce que généralement c'est plutôt quelque chose de positif, mais ça fait vraiment un effet signal, stigmatisation plus fort, qui est connu de tous. Et la surprise, ça serait d'en sortir en fait. Non, on n'a pas fait ça. Là, pour l'instant, on a un effet parent. Donc, on a une indicatrice par an qui nous dit si oui ou non tu es dans l'éducation prioritaire. Mais on n'a pas de comptage de depuis combien d'années tu es en éducation prioritaire. Ça, c'est vrai qu'on pourrait sûrement le faire. Oui, ça demande un petit peu de travail sur les données quand même. Ouais, Et, je note ça. et sur la classification au départ des catégories socio-professionnelles, etc., c'est à partir de la déclaration qui est faite des parents, c'est ça? Ouais, c'est même la déclaration des enfants. Oui, c'est la déclaration. Mm. Et est-ce que il y a il y a moyen d'avoir au niveau des établissements des statistiques pour voir si c'est cohérent ou pas? Alors, non. J'avais bon espoir, hein, mais c'est jamais. Non, parce que c'est notre seule source. Il n'y en a pas d'autres. En fait, donc la catégorie socio-professionnelle des parents, elle est donc remontée au service statistique par les académies, qui s'est remontée aux académies par les établissements scolaires. Donc, en fait, c'est les chefs d'établissement scolaire qui remontent l'information, qu'ils saisissent à partir des déclarations qui sont faites soit par les parents, soit directement par les enfants. Donc, on n'a pas vraiment de mesure de la qualité de ces déclarations. Ok. Je pense que les chefs d'établissement corrigent s'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose à corriger, mais on n'a absolument aucune autre source, non. Oui, je pense que les chefs il faudrait d'établissement, ils doivent corriger parce derrière, il y a les effets de bourse. Donc, certainement, tu as de bonnes raisons de penser qu'ils corrigent, puisque peut-être. ça risque d'impacter l'obtention des bourses. Enfin, voilà, il pourrait y avoir des choses comme ça. Oui, Et en c'est tout cas, vrai. eux, ça peut leur être préjudiciable sur le versement d'aide aussi, Je si c'est mal pense renseigné. pas parce que le statut boursier, il est renseigné par ailleurs. Donc nous, on l'a pas là dans les données parce que c'est les bases de scolarité. Mais en fait, parce que c'est les bases de scolarité disponibles sur Ketley et Progedo. Mais je pense que derrière, enfin, je sais que derrière dans les bases de scolarité, on a le statut boursier et je pense pas qu'il y ait de correction. Je pense que tu peux très Ouais, bien mais le avoir chef un enfant d'établissement, il boursier n'a pas avec. intérêt à avoir quelque chose d'erroné et de faire des corrections par rapport aux dotations qui peuvent lui être données ensuite. Je pense pas, parce que je pense pas qu'il y ait de Ouais, vérification. Mais par contre, en fait, la seule chose ouais. qu'on pourrait faire, c'est des croisements avec des données locales, tu vois, type données de revenus à l'IRIS, des choses comme ça, mais ce serait quand même très compliqué. J'ai pas connaissance qu'ils le fassent au ministère, mais bon, je peux me renseigner. Je peux leur suggérer l'idée, je suis sûre que ça leur plaira. Non, je crois pas qu'il y ait de correction qui soit faite. Non, non. Après, on voit pas, non. C'est vrai que j'ai jamais trop vu de grosses aberrations. Donc, soit ça suggère que c'est bien déclaré, soit ça suggère que c'est corrigé par les chefs d'établissement. Ça, je sais pas. Ok. Merci. Je t'en prie. Ok, donc pour conclure, on trouve effectivement des effets de stigmatisation significatifs et assez nets qui durent dans le temps de ces dispositifs zonés sur les résultats en termes de scolarisation et en termes de performance scolaire. Donc, on voit plutôt une accentuation de la ségrégation sociale au sens où on a des effets d'hétérogénéité selon le milieu socio-professionnel des enfants. On voit aussi que ces effets de stigmatisation, ils ont l'air difficiles à rectifier parce que les familles de milieux sociaux défavorisés sont les seuls à réagir à la sortie du dispositif. Donc ça veut dire que quand un établissement sort du dispositif, on n'a pas de regain d'attractivité. Si on a un regain d'attractivité, il est uniquement dû aux familles les plus défavorisées. Donc on a du mal à rectifier cet effet il n'y a pas d'effet de retour. Et enfin, on voit aussi une diminution, même si elle est seulement temporaire, elle dure heureusement qu'un an, on voit quand même une diminution sur les performances académiques des établissements scolaires. Donc, tout ça résumé,
c'est quand même pas des très bonnes nouvelles, c'est plutôt des effets de stigmatisation négatifs, qui vont aussi avoir un effet net négatif. En termes de taille des effets, donc je vous ai dit, on a une diminution de 4 points de pourcentage de la probabilité d'être scolarisé dans son établissement de secteur, quand l'établissement de secteur entre dans le zonage, et quand l'établissement de secteur sort du zonage, mais uniquement pour les enfants issus de milieux sociaux défavorisés, on a une augmentation de 1 point de pourcentage de la probabilité d'être scolarisé dans son établissement de secteur. Si on considère qu'une cohorte d'élèves dans un établissement de secteur, en moyenne, c'est 150 entrants en sixième, ça correspond à peu près 6 élèves en moins dans les établissements qui rentrent dans le zonage et 2 élèves en plus dans les établissements qui sortent du zonage. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même non négligeable. Cet effet, c'est probablement une borne inférieure. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système de sectorisation scolaire qui est relativement contraignant. Mettons-nous dans le cas de figure d'un système où il y aurait un libre choix des établissements scolaires. Donc, si les parents pouvaient choisir de façon totalement libre l'établissement scolaire, on s'attendrait à des effets beaucoup plus importants. Ici, on a probablement un effet qui est limité, en fait, à la baisse par le système de sectorisation. Donc, en termes de validité externe, on peut penser qu'on a en fait une borne inférieure. Et enfin, en termes de recommandations de politique publique, on a envie de dire peut-être qu'il faudrait cibler plus directement les élèves plutôt que de cibler les établissements scolaires ou les quartiers pour éviter ces effets de stigmatisation-là et ces effets d'évitement qui ont l'air d'être difficiles à séparer de la mise en place de ces dispositifs zonés. C'est aussi quelque chose qu'on trouve avec les dispositifs de l'éducation prioritaire. Une possibilité, ce serait d'essayer de cibler plus directement les élèves. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez voir la dernière version du papier, elle est en ligne. Et puis, si vous avez d'autres questions et commentaires, surtout, n'hésitez pas. Merci. Merci. Juste une remarque sur ce que la conclusion que tu viens de faire. On Oui. retrouve à nouveau dans toutes ces place-based policies une recommandation de dire ça n'est jamais bon pour les quartiers. Il y a toujours des effets de stigmatisation assez importants, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la régénération des quartiers, etc. C'est généralement assez négatif, ces place-based policies. J'ai encore jamais vu dans la littérature dire ouais, tiens, pour une fois, ça, c'est quelque chose de bien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que très récemment, je suis un peu revenue sur cette conclusion. Donc, d'expérience, malheureusement, j'ai effectivement plutôt un avis assez négatif sur la question. Mais en fait, tout dépend des moyens que tu mets en place. Et là, par exemple, l'éducation prioritaire, donc les mesures les plus récentes, c'est le dédoublement des classes dans les CP et CE1 de l'éducation prioritaire. Et en fait, là, évidemment, tu commences à avoir des effets positifs. Et je suis sûre, donc ça, je n'ai pas encore d'évidence, mais je suis sûre qu'il y a des effets d'attractivité aussi, c'est-à-dire des parents qui vont commencer à mettre leurs enfants dans les établissements de l'éducation prioritaire parce que même s'ils sont éducation prioritaire et que la composition sociale n'est pas bonne, avoir des classes à 12 et avoir des classes à 24, ça commence à être vachement plus intéressant par rapport à une situation où on avait des classes à 23 plutôt que des classes à 24. Donc, si tu veux, tu as raison. Et en même temps, moi, je suis sûre que si tu mets vraiment les moyens, c'est possible d'attirer, en tout cas, certaines familles vers ces établissements scolaires-là. Et notamment, le dédoublement des classes, c'est, à mon avis, un très bon... quelque chose qu'il va falloir regarder de près. Parce que pour le coup, ça change tout. C'est vraiment massif. Donc, je ne suis pas sûre que cet effet de label, il est négatif aussi du fait du contenu du dispositif qui, jusqu'à maintenant, est quand même assez léger. Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. En plus, ce n'est pas 24 au départ, c'est souvent 31. Ouais. Alors, si tu compares éducation prioritaire contre le reste, alors, ça dépend aussi si en éducation, en élémentaire ou en secondaire, mais dans le secondaire, c'est 2 ou 3 élèves de moins. C'est pas, tu vois, c'est déjà ça, mais c'est quand même pas grand-chose, quoi. Si c'est 12 élèves de moins, tout de suite, c'est Ça envoie substantiel. déjà plus, déjà. Ouais, tout à fait. Je vois Merci. une main levée. C'est Chloé, Je t'en oui. prie.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci pour la présentation, c'était super clair. J'avais quelques remarques et questions, justement par rapport à ce qui venait d'être dit sur les conclusions de votre travail et les recommandations, et le fait que vous trouvez un effet de stigmatisation fort. Je me demandais si, en fait, c'était peut-être lié au fait que votre étude allait finalement mener à assez court terme, et du coup, changer les dynamiques au sein d'un établissement, ça prend du temps. Du coup, ce que vous captez, c'est beaucoup cet effet d'éviction lié à l'image, donc à court terme, mais il y avait aussi, il me semble, que vous avez évoqué un effet ressources qui pourrait augmenter donc les résultats scolaires des élèves et qui pourrait jouer à plus long terme et donc améliorer l'efficacité du dispositif. Donc ça, c'était une première question, remarque. Et j'avais aussi une autre remarque sur les mécanismes à l'œuvre et notamment les mécanismes qui peuvent jouer sur les résultats scolaires et par effet d'entraînement peut-être sur le choix des établissements. Je me demandais si, donc il y a l'aspect, il y a la question réseau d'éducation prioritaire, mais peut-être qu'aussi ce changement donc, de zonage en QPV, du coup, ça pouvait affecter le choix d'affectation des enseignants qui, du coup, n'auraient pas envie d'aller dans ces établissements. Alors là, on est sur vraiment des effets à long terme, mais du coup, je me disais, pareil, ça peut être un mécanisme qui, finalement, à long terme, accentuerait les mauvais effets de la politique. Et puis, j'avais une dernière petite remarque sur votre résultat concernant le choix d'établissement quand vous regardez ce qui se passe pour les enfants d'enseignants ou équivalents. Donc, vous avez évoqué l'effet informationnel. Alors, c'est peut-être une explication un peu plus sociaux, mais il me semble qu'en fait, ces publics-là, ils ont généralement les enseignants qui interviennent dans ces écoles-là, dans ces quartiers. Ça peut être aussi, il peut y avoir un effet valeur très fort de gens qui seraient contre en fait, les stratégies d'évitement des établissements et qui peuvent aussi expliquer ce résultat. Voilà. Mais merci. Oui, encore. Vraiment c'est intéressant. vrai. Merci pour ces questions. Oui, c'est vrai qu'on on n'a pas. Oui, c'est vrai qu'on regarde. On a un a priori peut-être un peu comment dire, rationnel. Enfin, oui, sur le fait que les stratégies des parents seraient très rationnelles et qui réagiraient à de la formation, alors qu'effectivement, il pourrait tout à fait y avoir un effet valeur. Je suis d'accord. C'est vrai on pourrait en parler. En ce qui concerne les ressources à long terme, donc je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, à long terme, on voit on voit un rattrapage ou un retour à la normale, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais en fait, à partir de la 6e année, voire même de la 4e année, selon la spécification, on voit un effet nul. Donc, c'est très probablement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend du temps de mettre en place ce type de dispositif, notamment quand on a des dispositifs un peu, comment dire, par exemple, qui s'appuient sur les associations locales. Donc, il faut le temps de créer les associations, monter les supports. Donc, c'est quand même essentiellement du tutorat parce que ces dispositifs-là, c'est des dispositifs hors classe. Donc, ça veut dire mettre en place de l'aide aux devoirs, mettre en place, trouver un réseau de tuteurs. Et ça, en fait, ça prend du temps. Donc, ça peut aussi être juste le temps de monter en charge du dispositif qui fait que d'abord, on a cet effet d'évitement, mais en fait, il est rattrapé à plus long terme par l'effet ressources. Ça, c'est tout à fait possible. En ce qui concerne les choix d'affectation des enseignants, c'est vraiment très intéressant et il y a eu des papiers là-dessus. Donc là, nous, on ne regarde pas ça du tout et on n'a pas les données qui nous permettent de le faire, mais il y a plusieurs papiers qui ont regardé les réponses des enseignants aux dispositifs, alors pas de la ville, mais de l'éducation prioritaire. Et ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait clairement un évitement des enseignants de ces établissements éducation prioritaire. Et en fait, depuis les réformes, donc les dernières réformes, donc 2017-2018, où on a considérablement augmenté la prime à l'enseignement dans les établissements de l'éducation prioritaire, là, on voit un retour. Donc, il y a un papier très récent qui a montré ça. On voit un retour des enseignants vers ces établissements, donc qui classent en premier vœu des établissements de l'éducation prioritaire. Et là, on parle de progressivement doubler et puis tripler la prime. Donc, en fait, c'est toujours pareil. À condition de mettre les moyens, c'est possible de rendre ces établissements-là plus attractifs pour les familles et pour les enseignants. Merci. 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 On a encore le temps pour 2-3 questions, s'il en reste.
calme plat, donc j'en déduis que tout le monde est satisfait. En tout cas, Manon, on te remercie pour cette présentation hein, très, très riche et très claire. Et on vous fera part du programme pour le semestre prochain assez rapidement, là, courant décembre. Euh, voilà, pour le prochain semestre. Merci à tous de votre participation et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon. Merci à Merci vous. beaucoup à tous. Au revoir.